Bonsoir et bienvenue. Le 19h30 vous accueille dans un nouveau décor dès ce soir. On va parler d'abord de la rentrée scolaire qui a eu lieu aujourd'hui pour une majorité d'élèves de Suisse romande. Une rentrée marquée par la canicule. Il est parfois difficile de protéger les écoles de la chaleur. Nous verrons comment l'architecture peut s'adapter avec notre invité Stéphane Emery. Une rentrée qui aura été compliquée pour Viola Amert. La conseillère fédérale ordonne une enquête externe sur l'achat de chars d'assaut par l'entreprise RUAG. La ministre de la Défense a dû s'expliquer tout à l'heure face aux parlementaires. Nous partirons au Canada, qui est toujours la proie d'incendies d'ampleur historique. Des milliers de personnes ont été évacuées. Nous verrons aussi comment la Gironde, en France, tire le bilan des feux qui ont ravagé la région l'an dernier. À 2 mois des élections fédérales, c'est l'occasion de savourer un nouveau carnet de campagne de Pierre Nebel qui est allé déguster le risotto géant préparé par le POP vaudois. Nous terminerons le journal au frais dans le plus grand lac souterrain d'Europe, à Saint-Léonard-en-Valais. Et les visiteurs profitent du décor, bien sûr, mais aussi de l'incomparable fraîcheur des lieux. C'est une rentrée caniculaire qu'ont vécu aujourd'hui des milliers d'élèves dans le canton de Genève, de Vaud, dans le Jura, dans le canton de Berne, dans certaines régions également. Des températures qui auront pu leur rappeler les vacances d'été en Méditerranée. Mais les bâtiments scolaires sont rarement adaptés à de telles chaleurs. Il faut alors parfois bricoler des solutions. C'est le reportage de Cécilia Mendoza et Julie Conti. C'est sous un soleil de plomb que cette classe de 5P effectue sa rentrée. À Genève, l'école des Ouches est récente, mais elle n'a pas été conçue pour supporter la canicule. Alors, il faut compter sur la fraîcheur du petit matin. Je suis de bonne heure dans les classes vers les 6h30. Je fais le tour, j'ouvre toutes les fenêtres, les portes de classe pour aérer un maximum. Mais la température monte dans l'après-midi. Dans la classe de Christophe Minot, il fait presque 33 degrés. Et difficile dans ces conditions de rester concentré. Cet après-midi, j'ai vraiment senti la différence. C'était plus difficile. Et là, pour le coup, ils ont eu le temps de rentrer chez eux, de prendre des brumisateurs et de les utiliser. Ils étaient contents de les avoir. Moi, j'ai eu bien chaud aussi. Ils tiennent moins longtemps sur une activité. Leur temps de concentration a diminué. Des fois, ils se lèvent, ils veulent faire autre chose. Ils demandent à se déplacer pour, évidemment, aller boire. Et puis, si tout le monde bouge tout le temps dans la classe, suivant l'activité qu'on fait, c'est plus compliqué. Il n'existe actuellement pas de température limite au-delà desquelles les classes ne peuvent plus accueillir d'élèves. La directrice fait preuve de souplesse pour permettre aux enseignants de se mettre au frais. Cet après-midi, oui, il y a quelques classes effectivement qui se sont rendues dans certains parcs pour faire des activités scolaires ou autrement au bord du Rhône parfois également. C'était assez fatigant, on a beaucoup transpiré. Mais sinon, ça va, c'était pas trop dur. C'est bien passé, mais c'est vrai qu'on a eu chaud. Et la prof, elle a dit qu'elle hésitait à acheter un ventilateur. Avec ou sans ventilateur, il faudra s'armer de patience. La canicule doit durer jusqu'à vendredi. Bonsoir Stéphane Emery. Bonsoir. Vous êtes le coprésident des architectes pour le climat. On a pris pas mal de retard dans le travail sur l'adaptation des bâtiments finalement à ce nouveau climat. Alors, en effet, on hérite de bâtiments qui ont été construits au XXe siècle, où on a, à partir des années 80, beaucoup isolé les bâtiments pour se protéger du froid. Mais pour se protéger du chaud, c'est venu un peu plus tardivement. Et on a un peu, on a moins pris ça en compte. Et c'est clair que maintenant, avec les canicules qui se répètent, qui vont se répéter, on se rend compte qu'on a beaucoup de bâtiments qui ne sont pas adaptés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des solutions assez simples, j'imagine, d'autres plus complexes peut-être. Alors là, plus ou moins, je l'ai entendu dans ce reportage, c'est d'essayer d'aérer déjà le matin. Le but, c'est d'arriver à... Par exemple, dans une école, à ce que les salles soient fraîches quand on rentre. Si elles sont déjà chaudes le matin, j'allais dire, c'est fini pour la journée. On aura de la peine à rafraîchir. Mais c'est clair que si le bâtiment a une certaine vétusté, il mériterait peut-être d'être isolé, d'avoir des protections solaires vraiment efficaces. Et puis l'autre chose, c'est aussi les cours d'école, souvent, qui sont des cours entièrement goudronnés. Donc, c'est des surfaces noires qui emmagasinent la chaleur, l'humidité ne peut pas s'y infiltrer. Donc on devrait aussi repenser un peu nos cours d'école de manière plus libre, avec peut-être du gravier, des matières qui
qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans le terrain, et aussi de la végétation. Une bande d'arbres, par exemple, proche d'une façade, permet aussi de gagner quelques degrés. Vous me disiez, il faut peut-être s'inspirer aussi de la Méditerranée, du désert, où on arrive à faire des bâtiments qui tiennent une certaine température. Ben oui, on a construit depuis des millénaires des bâtiments dans des zones très chaudes, où il faisait très bon à l'intérieur. Simplement, on utilisait des matériaux comme la terre ou la pierre. Alors c'est clair, c'était des murs massifs, on ne faisait pas des grosses ouvertures. Et ça ne veut pas dire que c'est facile de le faire chez nous, mais disons que c'est peut-être des choses desquelles on peut s'inspirer. D'ailleurs, aujourd'hui, des architectes, des entreprises essayent de développer, par exemple, l'emploi de la terre crue, qui serait un matériau très intéressant pour réguler aussi le climat à l'intérieur d'un bâtiment. Il y a une prise de conscience aussi à faire dans votre profession, les architectes. On parle souvent de plateforme 10 à Lausanne, ces grands espaces purement minéraux, où on se rend compte un peu tard que finalement, ça ne va pas au niveau de la chaleur. On a trop pensé aux gestes esthétiques et puis pas au reste. Comme je l'ai dit, peut-être ces projets datent déjà d'il y a 10-15 ans. Donc, quand ces questions de canicule étaient déjà annoncées, mais moins flagrantes qu'aujourd'hui. Et puis, alors, on a un petit peu repoussé les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme architecte, on se rend bien compte qu'on ne peut plus penser la même chose qu'avant, qu'on doit s'adapter et qu'on doit se protéger du chaud et du soleil. Merci infiniment, Stéphane Emery. Avec plaisir. Merci beaucoup. À Berne, la controverse rebondit autour des chars d'assaut Léopard. La conseillère fédérale Viola Amert annonce l'ouverture d'une enquête externe sur la gestion de ces chars d'assaut que l'entreprise RUAG, en main de la Confédération, voulait laisser exporter en Ukraine. Viola Amert qui a fait face tout à l'heure aux questions et aux critiques des parlementaires. Séverine Ambrus, Jean-Marc Berger. Des chars Léopard 1 comme ceux-ci, le producteur d'armes RUAG en possède 96, des chars stockés dans un hangar en Italie. Mi-février, RUAG, une société à 100% en main de la Confédération, signait un contrat avec la société allemande Rheinmetall pour rééquiper ces chars puis les envoyer en Ukraine. Un deal explosif pour la neutralité helvétique, signé sans l'accord de la ministre de tutelle. Viola Amert affirme aujourd'hui qu'elle aurait stoppé ce contrat si elle en avait été informée à temps. J'ai appris l'existence de ce contrat après sa conclusion, donc je ne pouvais plus intervenir parce que le contrat était déjà signé. Auditionnée aujourd'hui par la commission de sécurité du Conseil national, la ministre de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête externe pour faire la lumière sur ce projet de vente d'armes. L'enquête portera aussi sur sa responsabilité personnelle. Bien sûr que mon rôle et le rôle de l'administration seront analysés dans cette enquête afin qu'on puisse corriger les erreurs, s'il y a des erreurs. Les membres de la commission de sécurité saluent l'ouverture d'une enquête externe. C'est une excellente chose. On sent qu'il y a un problème institutionnel dans le sens où il y a un problème de communication entre la direction, le conseil d'administration de RUAG et finalement l'aile politique, le conseil fédéral. Pour moi, cela reste difficile à comprendre que la conseillère fédérale responsable n'ait pas été informée d'un contrat si délicat. Les chars Léopard n'ont finalement pas été vendus. Le 28 juin, le Conseil fédéral stoppait le deal. Reste à éclairer comment une entreprise de la Confédération a pu aller si loin dans ce projet de vente sans l'accord de la ministre responsable. Rouven Guessin, on vous retrouve à Berne pour Viola Amert. Ce sont des manœuvres stratégiques très délicates qu'elle doit effectuer là. Oui, en tout cas, Viola Amert donne l'impression d'avoir toujours un coup d'avance, un pare-feu, m'a même confié un parlementaire. Dès qu'elle est menacée, hop, elle arrive avec un nouvel argument, un peu comme un chat qui retomberait toujours sur ses pattes. Alors aujourd'hui, c'est l'annonce de cette enquête externe sur RUAG. Et c'est aussi, il faut le dire, une manière pour Viola Amert de reprendre la main sur une entreprise proche de la Confédération qui semble véritablement avoir un problème de gouvernance depuis quelques semaines, depuis en fait la démission controversée de sa directrice RUAG, qui peine à trouver sa place dans ce délicat débat sur la réexportation de matériel de guerre, mais qui annonce aussi ce soir le lancement de sa propre enquête. Bref, quels sont les intérêts en jeu? Qui savait quoi au Conseil fédéral? Il y a beaucoup de zones d'ombre et d'incohérences dans cette affaire des 96 chars Léopard. Et aussi pas mal d'ingrédients de base pour peut-être, qui sait, une nouvelle affaire d'État. Merci beaucoup, Rouven.
L'automne, c'est la saison des hausses de primes maladie. Elles seront annoncées dans quelques semaines, juste avant les élections fédérales. C'est donc un thème politique particulièrement brûlant cette année. Le Parti socialiste envisage une nouvelle initiative en faveur d'une caisse maladie publique, malgré plusieurs échecs en votation. Cédric Jourdan et Léandre Dugan. C'était non une fois. La Suisse ne passera pas à un système de caisse maladie unique. C'était non deux fois. Les Suisses ne veulent pas toucher à leur système de santé. C'est non à une caisse maladie publique. Mais ce parlementaire neuchâtelois en est convaincu. La troisième fois sera la bonne pour une caisse maladie publique. Il faut relancer cette question de caisse publique parce qu'on voit simplement qu'aujourd'hui le système arrive dans le mur. Les gens n'arrivent plus à payer et puis il n'y a plus beaucoup de solidarité dans le système. Et donc il faut vraiment passer maintenant à autre chose. Il proposera samedi au congrès du PS de lancer une initiative pour une caisse maladie publique, voire des caisses intercantonales. Des primes en fonction du revenu, mais plafonnées à 10% de celui-ci. La différence serait payée par les cantons et la Confédération. Les caisses publiques feraient partie d'une structure nationale commune chargée de négocier et décider des tarifs. Les caisses devraient investir dans la prévention. Côté droite, cette solution n'a jamais séduit et ce n'est pas prêt de changer. On est quand même en année électorale et je comprends que certains partis veulent sortir de leur boîte la solution magique. C'est une fausse solution, la caisse unique, parce qu'il y a une étatisation. Donc tout d'un coup, il n'y a plus une concurrence qui est saine entre les assureurs, entre tous les prestataires, qui fait que finalement, vous cherchez le mieux pour votre patient. Il faut dire que le centre fera lui aussi de la santé un thème de campagne avec son initiative pour freiner les coûts. Tandis que le PLR proposait il y a quelques mois la création d'une assurance de base bon marché. L'OFSP a déjà annoncé que les primes devraient augmenter en 2024. À Lausanne, l'ancien secrétaire général de la Fondation de Beaulieu a été blanchi par la justice vaudoise. L'affaire avait fait grand bruit dans le canton de Vaud. Jugé pour gestion déloyale, il a été acquitté aujourd'hui par le tribunal correctionnel de la Côte, qui estime qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à son employeur. Les réactions politiques sont vives à Genève après nos révélations sur cette affaire qui implique la police cantonale. Il y a 5 ans, une prostituée avait accusé un policier en congé de l'avoir agressé dans sa voiture, mais aucune enquête n'avait été lancée sur cette affaire. Explication, Raphaël Leroy, Guillaume Martinez. Jevry Osmani est en colère. La présidente de la commission judiciaire et de la police du Grand Conseil genevois a pris connaissance d'une affaire vieille de 5 ans que nous révélions hier soir et elle n'en revient pas. Cette enquête, elle me choque et elle me heurte à plus d'un titre, comme je pense qu'elle a heurté la population et puis elle entache aussi la confiance en l'État. En avril 2018, une prostituée dit s'être faite agresser par un client dans sa voiture. Or, ce client est un policier en congé. Pourtant, aucune enquête ne sera diligentée, aucune plainte ne sera déposée. L'épisode se réglera en catimini, sous la supervision d'un officier supérieur et d'un agent de la police des polices. La prostituée a depuis quitté la Suisse. La plus grosse attente, elle se situe au niveau de la réaction du département et du Conseil d'État. Est-ce qu'il va vouloir qu'une enquête soit menée, parce qu'il y aurait peut-être matière effectivement à diligenter une enquête, puisqu'il y a une absence d'enquête à l'heure actuelle qui nous montre et qui protocole quoi que ce soit. Donc effectivement, les questions sont là, oui, et elles vont être certainement adressées incessamment au Conseil d'État. De l'autre bord politique, les faits interpellent également. Ma première réaction était « zut, encore une affaire avec la police à Genève », ce qui est très malheureux. Et j'espère qu'à un moment donné, on arrivera à sortir de cette dynamique avec tous les quelques mois une énième affaire qui arrive. Nous avons besoin de protéger nos policiers, on a besoin de protéger le corps de police. Et pour ça, il faut s'assurer qu'ils soient exemplaires. Les autorités sont-elles prêtes à investiguer ? Rien n'est moins sûr à ce stade. Le ministère public n'était pas en mesure de répondre à nos sollicitations aujourd'hui. Quant au département de tutelle de la police genevoise, il ne fait pas de commentaires mais précise. La conseillère d'État Caroline Cast est particulièrement attentive au respect de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Du côté du syndicat de police UPCP, c'est là encore silence radio.
On va partir pour le Canada. Le pays n'est toujours pas parvenu à maîtriser les incendies qui ravagent son territoire. Dans l'ouest du pays, la Colombie-Britannique est particulièrement touchée. 5 nouveaux feux se sont déclarés durant ces dernières 24 heures et des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées. Steven Mossa. Dans cette station balnéaire de l'Ouest canadien, les flammes emportent tout sur leur passage. Dans les airs, les hélicoptères se succèdent pour tenter d'arrêter leur progression. Des interventions avec une visibilité réduite, parfois quasi nulle, car la région est plongée dans une épaisse fumée. Nous sommes toujours confrontés aux conditions persistantes de la fumée dans la vallée, particulièrement épaisse le matin. Nous espérons qu'elle se dissipera ou du moins qu'elle s'atténuera un peu dans l'après-midi afin de libérer de l'espace pour que notre aviation et nos hélicoptères puissent poursuivre la lutte. De larges incendies ont fusionné, laissant derrière le brasier des zones réduites en cendres. Face à cette menace, environ 30 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation. 36 000 autres sont en état d'alerte et prêtes à fuir. Nous avons hâte de retrouver un sentiment de sécurité. Mais d'ici là, on ne peut qu'espérer, je pense. Des pompiers venus de plusieurs pays comme l'Australie ou encore du Brésil aident la province de Colombie-Britannique à combattre les flammes. La situation est extrêmement grave. Le gouvernement fédéral continue d'intervenir. Nous sommes présents avec les ressources des forces armées canadiennes. Nous sommes actifs dans la coordination avec les gouvernements régionaux et locaux pour nous assurer que les gens sont en sécurité. La météo des dernières heures apporte un peu d'espoir aux pompiers dans leur lutte contre les incendies. Face à ce danger des incendies, l'heure est au bilan en France. 1 an après les feux qui ont ravagé la Gironde et les Landes dans l'ouest du pays, un désastre qui a inspiré de nouvelles techniques de lutte contre le feu. C'est le grand format de ce journal. Il est signé Adine Percept et Thomas Champy. En Gironde, la forêt n'a pas encore repris tous ses droits. Le caporal Nossin et le commandant Jomain restent profondément marqués par les incendies de 2022. Les autorités ont agi en envoyant d'abord 42 nouveaux camions comme celui-ci. Maintenant, on a plusieurs équipements dans ce camion, comme l'autoprotection, on a quand même une cabine, on se sent beaucoup plus en sécurité là-dedans que dans les anciens camions. Ils permettent de lutter contre les flammes depuis le véhicule et de traverser les obstacles pour atteindre au plus vite le cœur de la forêt. Car il y a 1 an, les pompiers ont lutté pendant des semaines à armes inégales contre des feux d'une ampleur inédite. 25 000 hectares de forêt ont été brûlés. 1 an plus tard, le nerf de la guerre est l'anticipation. Chez Météo France à Bordeaux, un prévisionniste est maintenant dédié chaque jour à la surveillance des forêts, massif par massif. Avant, on avait vraiment un modèle brut, issu des modèles des calculs informatiques. Et maintenant, il y a vraiment une couche humaine derrière qui va requalifier le danger en fonction de son expertise et de son observation sur 80 zones. En expertisant, il va pouvoir classer chaque zone à un niveau de danger et ensuite, du coup, les pompiers vont pouvoir prioriser. Exemple, à partir du 3e niveau d'alerte sur 6, une équipe et 4 camions sont envoyés aux abords de la forêt à risque. Ces tours de surveillance sont aussi en pleine mutation. D'ici quelques mois, des caméras comme celle-ci, couplées à une intelligence artificielle, vont remplacer la présence du pompier de garde sur place. Le propre de la surveillance actuelle est fondé sur la capacité de détecter, mais aussi de faire ce qu'on appelle une levée de doute. Il ne s'agit pas de se limiter à voir une fumée, il s'agit aussi de savoir s'il s'agit d'une fumée d'incendie, une fumée générée par le passage d'un véhicule agricole. Donc par le biais de l'intelligence artificielle, nous aurons un dispositif de détection et un dispositif de levée de doute. L'humidité du début d'été a donné du répit aux pompiers, mais la saison des incendies s'allonge. La Gironde est classée ces jours-ci en risque important de canicule. Retour en Suisse, l'heure est à la reconstruction à La Chaux-de-Fonds, 1 mois après la tempête qui a dévasté la ville. Le traumatisme est encore vif dans les montagnes de Châtelloise, mais on s'active à remettre en état ce qui peut l'être, si possible avant l'arrivée de l'hiver. Juliette Janet est allée retrouver les témoins que nous avions rencontrés au lendemain de la catastrophe. À La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet, 6 minutes 30 de chaos. Ensuite, le choc. Aujourd'hui, les rues reprennent peu à peu leur apparence habituelle. Mais certains dégâts sont encore loin d'être réparés. Vincent Bartholoméo a vu son toit s'écraser dans la rue d'à côté, laissant un trou béant dans son attique. La brèche est toujours là et laisse passer la pluie.
Et puis on sent que les poutres sont humides dans le sein. Ouais, elle me fait souci cette poutre ici, mon Dieu. Oh là là. L'expert venu constater les dégâts a jugé nécessaire de mettre à nu tout le sommet de l'immeuble, des mois de travaux. Il ne veut pas prendre donc, la responsabilité que s'il y a de la neige, le toit tombe. Alors on doit enlever tout ça. C'est un travail énorme. Et maintenant, je ne sais pas si on va y arriver avant l'hiver. À 2 pas de là, au bar La Mort Subite, la vie reprend. Ah, mesdames. Bonjour. Pourtant, le 24 juillet, les clients ont eu vraiment peur. Quelqu'un a eu du sang-froid, nous a dit mais dégagez de là au plus vite. On s'est barré et 10 secondes après, tout a éclaté. Le gérant du bar a perdu du mobilier. Mais Yannick Tsog est confiant. Les nouvelles baies vitrées sont commandées et les clients sont de retour. Ils ont aussi besoin de pouvoir sortir, pouvoir en parler. Alors après, c'est vrai que c'est le sujet numéro 1 discussion. C'est encore dans nos têtes, c'est encore très frais, 4 semaines après. Viens Fritz. À Museau, ce soigneur se souviendra du jour où il a dû rentrer les chèvres et les ânes en urgence. Quand il est ressorti, le zoo du bois du Petit Château était méconnaissable. Le pont qui était à moitié cassé, notre fameux petit pont, un arbre qui est aussi tombé sur une vitre. Le zoo a pu rouvrir la semaine passée. Plusieurs arbres centenaires ont disparu, mais tous les animaux sont au rendez-vous pour le bonheur des visiteurs. Il y a des gens qui sont venus nous dire merci. Et il y a aussi des gens qui étaient étonnés de voir comme c'était de nouveau finalement en bon état en si peu de temps. À la Chaux-de-Fonds, on pense maintenant au futur. Les travaux coûteront cher. La ville a fait appel aux dons pour replanter les arbres ou reconstruire les places de jeu, mais aussi venir en aide au privé. On va déguster maintenant le nouveau carnet de campagne de Pierre Nebel. C'est un risotto qui est au programme ce soir, celui du POP vaudois qui cuisine pour ses sympathisants et ses potentiels électeurs dans son fief populaire de Renan. Voilà, c'est Karl Rachlet, c'est juste ici. Ce matin, nous rencontrons l'organisateur du grand risotto électoral du POP vaudois. Bonjour Monsieur Rachlet. Ça va? Ça va bien, merci. Bien. Ah, vous êtes prêt pour le risotto du POP? Et puis préparé aussi pour des stands. Ah voilà, vous avez votre gilet POP aussi. Voilà, ouais. Alors vous voyez, tout ça, je suis obligé de prendre. Ouais. C'est pour des signatures salaire minimum. Bonjour, pardon. Accessoirement, Karl Rachlet est candidat au Conseil national. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il affiche la couleur. Le temps de prendre les boissons pour le stand. C'est pas lourd, c'est l'impression. Et c'est le départ pour Renan. D'ailleurs, les camarades y sont déjà. Ça va? Ouais. C'est rien, Karl. Ça va? On fait là le risotto. Oui. Et puis les deux tentes. On avait dit là, normalement. Rapide mise en place pendant que le cuisinier se prépare. Vous allez être le chef du risotto? Oui. J'en ai fait, je pense, des milliers de portions. Ouais. À Renan. Le riz, il doit être brillant. Pendant qu'il cuit, faisons connaissance des candidats. Première leçon, beaucoup revendiquent leur origine marxiste. Alors là, on voit l'international. Vous chantez pas? Sera le genre humain. Ah voilà, vous la savez encore. Hein. Et en effet, parmi les candidats, beaucoup d'ouvriers. Votre métier, c'est quoi? Déménageur. D'accord, déménageur. Chauffeur déménageur. Moi, je suis horticulteur paysagiste. Restaurateur. Fils d'ouvrier. Il n'y a pas de miracle, c'est pour ça que je suis là. Et pourquoi un fils d'ouvrier ne s'engage-t-il pas au PS? Non, le PS avec les bases populaires, moi j'ai l'impression que c'est mort. Dans mon quartier, par exemple, je viens d'un quartier populaire, je dis PS aux gens, ils pensent que je leur parle, vous voyez, des petits bobos, quoi. Pourtant, même pour le POP, convaincre le milieu populaire n'est pas facile. Moi, je serais plutôt dans l'extrême droite quand je vois un peu la politique aujourd'hui, comment elle est menée. Parce qu'elle est menée par des sots. Mais vous n'êtes pas au POP, vous? Je suis parti du ciel. Le parti du ciel. Voilà. Vous pourriez voter pour le POP? Non, je crois pas. Vous êtes un ouvrier, quel est votre métier? Je suis chauffeur poids lourd. Chauffeur de poids lourd. Vous votez pas? Non. Mais ne vous trompez pas. Le POP est bien dans son fief. D'ailleurs, le risotto est prêt. Et à table, on sait pour qui on vote.
convaincre. Même sans risotto, vous auriez voté POP? Oui, bien sûr. On a même signé l'initiative pour le salaire minimum. Et pourtant, même ici, on est ouvert à d'autres idées. Oui, j'aime bien quelques idées de dessert, en effet. Hein. Ouais. Sur les étrangers ou sur... Un petit peu, oui aussi. Ouais. Hein. De profit, de social, patati patata. Ouais. Mais vous allez quand même voter POP. Voilà, de toute façon. Karl Rachlet et ses camarades ont servi aujourd'hui 80 portions de risotto. À voir si cela suffira au POP pour regagner un siège au national. C'est la rentrée aussi pour le cirque CNI qui débute sa tournée en Suisse romande. C'est une pièce du patrimoine culturel national qui vit cette année un changement radical. C'est la fin des déplacements en train. On ne verra plus les wagons CNI dans les gares du pays. Désormais, le cirque se déplace en camion. Pascal Cibaud, Clémence von Lanten. C'est un tour d'équilibrisme d'un autre type qui anime aujourd'hui le parc de la Poya à Fribourg. Un bal de camions-remorques pour déposer chapiteaux, roulottes, artistes et animaux. Le cirque CNI débute cette semaine sa tournée en Suisse romande et pour la première fois de son existence, la famille sillonne les plaines entièrement par la route et non plus par le rail. Et Freddy CNI va pouvoir aller se coucher dans sa roulotte. Et durant son sommeil, on chargera sa roulotte sur le train qui l'emmènera à la prochaine étape. 60 ans plus tard, c'est une page que Freddy CNI tourne avec nostalgie. C'était des souvenirs super beaux pour nous, surtout quand il pleuvait. Le train, ça bougeait, et le bruit de la pluie sur le toit de la caravane, ça nous faisait encore mieux dormir. Devenue trop onéreux, la famille tire un trait définitif sur ces convois spéciaux au débarquement spectaculaire qui attiraient les foules. On avait des wagons spéciaux pour les éléphants qui avaient le toit surélevé. Si les quelques animaux restants ne prennent plus le train depuis bien longtemps, le chapiteau, lui, continuait à se déplacer par le rail jusqu'à cette année. Aujourd'hui, en modifiant la logistique, on arrive à transformer à peu près 5 wagons de train en un camion sur la route. Pour nous, l'avantage aussi, c'est qu'on a le matériel tout de suite. La route, c'est peut-être plus économique, mais c'est aussi moins écologique. Au cirque, on doit toujours regarder en avant. On pense aussi à changer peu à peu, une fois sur l'électrique et tout. On ne peut pas faire ça tout en jour. On a déjà un peu électrique, mais aussi encore l'essence. Un défi qui préoccupera sans doute la nouvelle génération CNI. Le cirque national suisse entame aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire. Lui qui a toujours su s'adapter pour charmer son public devrait continuer encore longtemps à émerveiller petits et grands. Et on va partir un instant pour les championnats d'athlétisme de Budapest, les championnats du monde où les espoirs suisses reposent sur Mujinga Kambundji et Jason Joseph. Brian Wacker, on vous retrouve en direct de Budapest. Tout va se jouer juste après ce journal. Effectivement, en tous les cas, une bonne partie des espoirs suisses va se jouer ce soir. Il faut rappeler que dans l'histoire des championnats du monde, en 18 éditions, il n'y a eu que 9 médailles suisses, 4 d'or et 5 de bronze. Et dans les 5 de bronze, les 2 dernières ont été remportées lors des 2 dernières éditions. Simone Ehammer l'an dernier à Eugene sur la longueur et Mujinga Kambundji sur le 200 mètres. C'était à Doha en 2019. Elle a fait le choix cette année de s'aligner que sur le 100 mètres parce qu'elle a été gênée par une blessure au pied dans sa préparation. Elle reste tout de même l'un des espoirs de médaille pour la Suisse dans ce stade de Budapest où il y a une belle ambiance depuis le début du championnat du monde. Il y a donc elle, Simone Ehammer qui s'alignera dès mercredi soir à la longueur et bien sûr le jeune balois prometteur Jason Joseph qui s'aligne sur les demi-finales du 110 mètres S ce soir et qui espère rejoindre la finale. Voilà pour les chances de médaille de la plus grande délégation suisse de l'histoire dans des championnats du monde. Merci beaucoup Brian et puis on suivra tout ça bien sûr sur RTS2 juste après ce journal. On va terminer ce journal au frais d'ailleurs. Mais oui, c'est possible en Suisse romande malgré la canicule. Certains choisissent de monter sur l'Alpe, mais la solution la plus radicale est peut-être de s'enfoncer sous terre. C'est le cas au lac souterrain de Saint-Léonard en Valais où les visiteurs profitent du spectacle naturel et des températures. Reportage Romain Boisset, Camille Lancy. Il suffit de descendre quelques marches pour sentir les températures baisser. À 70 mètres, sous les vignes valaisannes, le plus grand lac souterrain d'Europe est le refuge idéal. La température de l'air, elle est constante. Il fait tout le temps 15 degrés, même en hiver. Et la température de l'eau, elle varie entre 9 et 11 degrés.
Le public peut admirer la grotte, ses trésors géologiques, ses truites arc-en-ciel et surtout profiter de sa fraîcheur. Nous sommes ici en vacances et nous avons trouvé ce lieu grâce à Google Maps. Et on a pensé que ce serait une bonne alternative contre cette forte chaleur. Alors nous sommes venus ici aujourd'hui. C'est agréable d'être ici au frais par temps chaud. C'est une atmosphère que l'on trouve rarement, c'est très impressionnant. Je suis heureux que nous soyons venus ici aujourd'hui. On pourrait s'installer ici pour la nuit. Le lac attire près de 1000 personnes par jour et est particulièrement prisé en plein été. On a eu plusieurs semaines où c'était complet, qu'on ne pouvait plus accepter de personnes parce que la capacité dans la grotte, elle est quand même limitée. Et je pense que c'est aussi pas mal avec la chaleur que les gens ils sont motivés à venir ici, dans la grotte. Des touristes, mais aussi des locaux qui affectionnent cet endroit. C'est notre anniversaire de mariage et on voulait profiter d'être un peu au frais pour fêter puis faire une petite activité différente. Ces prochains jours, le thermomètre ne va pas baisser. Le lac souterrain est donc une des alternatives pour s'octroyer un brin de fraîcheur. Et c'est la fin de ce 19h30, le premier dans ce nouvel habillage. On espère qu'il vous a plu. À suivre tout de suite le retour de l'émission économique basique. Et d'abord, la météo. Important en ce moment, la météo de Claudia Mélangeois, dit Savoie. Excellente soirée sur la RTS et à demain.